Merci beaucoup, cher Marco. Merci de m'avoir invité à conclure avec toi ce séminaire ou cette conférence. Avec dans l'optique pour nous deux d'essayer un peu de tirer des enseignements de cette de l'appréhension par la gouvernance économique de l'Union européenne du droit du travail. Cette idée que désormais le droit du travail au niveau de l'Union européenne est saisi par la gouvernance économique. C'est une question sur laquelle nous avons travaillé, Marco et moi, pour un ouvrage qui sortira l'année prochaine. Et c'est aussi une question que j'avais essayé de travailler un peu qui traverse en fait ma recherche, avec la question de savoir, mais est-ce qu'on peut encore parler de droit du travail si les règles qui sont censées régir au niveau des États les relations de travail, et aussi les éléments les plus essentiels des relations de travail, la négociation collective, le salaire, dans un cadre économique, est-ce que c'est encore du droit du travail? Et du coup, la question se pose parce que dans les États comme la France, on a une vision du droit du travail protectrice des travailleurs, la raison d'être même du droit du travail. La raison originelle, on en a discuté longtemps hier lors d'une soutenance de thèse, la raison originelle qui explique pourquoi il y a du droit du travail qui a émergé du droit civil, c'est qu'il fallait des règles spéciales pour protéger les travailleurs dans un rapport déséquilibré. Bon, voilà, ça, on le sait tous et toutes. Dès lors qu'on s'intéresse au droit de l'Union européenne, le droit du travail, il n'est pas de cette ambition et de cette nécessité. Le droit du travail au sein de l'Union européenne, comme l'a dit Marco tout à l'heure, a toujours été considéré au pire comme, soit comme un obstacle au marché, à la réalisation du marché. Donc dans ce cas, il faut soit l'éliminer, soit il faut en faire un outil pour développer encore mieux le fonctionnement du marché. Donc on a toujours été dans cette conception-là au niveau de l'Union européenne, mais grâce à l'accord sur la politique sociale et le traité de Maastricht, on a considéré dans la doctrine également cette idée que ça y est, l'Union européenne a un vrai droit du travail, c'est-à-dire protecteur aussi des salariés, où l'objectif, ça va être de protéger les travailleurs. Donc, du coup, la question se repose évidemment si finalement le droit du travail est abordé plus dans un cadre économique que dans un cadre de politique sociale qui vise la protection des travailleurs. Donc c'est cette question-là qu'on a essayé de résoudre tous les deux. Bon, alors évidemment, on ne peut pas tout reprendre, et puis Marco a aussi beaucoup de choses à dire, donc c'est clair. En tout cas, c'est clair. On constate que les règles, que ce soit les recommandations spécifiques aux États, les mémorandums et même les lignes directrices un peu plus générales, c'est clair, les règles économiques se saisissent du droit du travail, en ce sens que leur objet porte vraiment sur les relations de travail. Donc, si on considère que le droit du travail, c'est juste un ensemble de règles qui portent sur les relations de travail, ok, le droit du travail, il est vraiment inclus là dans la gouvernance économique. Et principalement, Marco avait identifié dans notre travail conjoint 3 domaines qui sont vraiment les domaines clés où on a une forte intervention de la gouvernance économique. La non-discrimination. Pourquoi la non-discrimination? Parce que le concept clé de l'Union européenne et du droit de l'Union européenne, c'est le marché. Et donc, pour garantir un fonctionnement optimal et que tout le monde ait accès au marché, il faut absolument développer encore plus l'interdiction des discriminations. Donc ça, on le voit très clairement. Dans les relations de travail, c'est le cas, dans le cadre du travail, mais c'est le cas évidemment aussi dans d'autres marchés que le marché du travail. Il y a aussi les contrats atypiques. Les contrats atypiques, ils sont intéressants parce qu'ils ont toujours été, en tout cas depuis qu'il y a des directives sur la durée du travail, sur le travail à durée déterminée ou sur le travail à temps partiel. Déjà, à la fin des années 1990, on voit qu'il y a des objectifs sociaux qui se mélangent avec des objectifs économiques. On reconnaît la nécessité de formes de travail souples, flexibles ou précaires, et aussi la nécessité de garantir les travailleurs contre les abus. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces contrats atypiques
dans les recommandations spécifiques, on demande aux États, comme la France, de réduire la segmentation du marché du travail. Donc, voilà, des termes très économiques pour dire que il faut protéger mieux les travailleurs précaires. L'idée, c'est pas de supprimer ou de réduire l'accès et le recours au travail précaire, aux formes de travail précaire. C'est que il faut protéger mieux les travailleurs précaires, ou en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas une aussi grande différence de traitement, de protection entre les insiders, les travailleurs à durée indéterminée à temps plein, et les autres. Et donc, ce que veut la Commission, c'est juste une réduction de l'écart. Mais la réduction de l'écart, elle peut se faire soit en augmentant les droits des travailleurs précaires, soit en réduisant ceux des travailleurs à durée indéterminée qui sont les mieux protégés. C'est clair que la France a fait un peu le choix de réduire la protection des travailleurs à durée indéterminée, par exemple. Et troisième domaine, bien sûr, je ne vais pas y revenir, la négociation collective et les salaires. Alors, donc on a bien une sorte de droit du travail qui émerge ou qui est saisi par la nouvelle gouvernance, ou maintenant elle est plus si nouvelle, la gouvernance économique de l'Union européenne. Donc à la fois dans les dimensions individuelles et collectives des relations de travail. Cependant, ce qui distingue un droit du travail, on va dire classique dans la politique sociale et la gouvernance économique, ce sont les objectifs qui sont poursuivis, évidemment. La gouvernance économique n'a jamais pour objectif de protéger les travailleurs. C'est jamais un objectif qui est énoncé. Et de toute façon, ce n'est pas l'objectif de la politique économique de l'Union européenne, ni de la politique de l'emploi. On se situe à un niveau macroéconomique, mais qui n'est jamais relié à la protection des travailleurs. Et on l'a vu aussi, la méthode employée, ce n'est pas du tout la méthode classique en matière de droit du travail. On n'a pas de directives qui viennent fixer des prescriptions minimales et qui doivent être, qui sont contraignantes et qui doivent être respectées et mises en œuvre par les États, et dont on peut faire sanctionner le non-respect par un juge, qui est quand même, et aussi qui nécessite, qui permet l'action des inspecteurs du travail, qui sont aussi censés pouvoir intervenir. Bon. Donc là, on a une première vraie différence. Et s'ajoutent aussi des problématiques institutionnelles ou constitutionnelles. Je vais peut-être passer un peu assez vite là-dessus, mais c'est quand même important et intéressant. La gouvernance économique suit une méthode de coordination, qui est habituelle en matière économique, qu'on appelait avant la méthode ouverte de coordination, mais qui a été considérablement renforcée par notamment le semestre européen. Et c'est dans ce cadre-là que la Commission européenne, elle n'a jamais eu de souci pour intervenir, pour poser des recommandations en matière de droit du travail, même s'il y avait une compétence législative en matière de politique sociale. C'est-à-dire que la Commission européenne, quand elle prend des actions ou quand elle initie des actions, elle doit pouvoir fonder cette action sur une base juridique, c'est-à-dire une disposition du traité qui dit, voilà, la Commission européenne ou l'Union européenne peut adopter telle norme selon telle procédure. Et on a donc on a en principe deux politiques très clairement différentes. La politique sociale, pour protéger les travailleurs, je vais vite, où on peut adopter des directives, et la coordination des politiques économiques, où on adopte des grands objectifs que les États devraient suivre au moyen de mécanismes plus souples, mais incitatifs. Donc, en principe, c'est clair. Sauf que la politique économique, dans son objet, elle est entendue tellement largement par la Commission européenne, et comme la question des salaires a toujours été traitée dans le domaine économique, aussi parce qu'il est interdit dans le domaine social d'adopter des directives en matière de rémunération. Donc, la Commission européenne a dû se dire sans doute, la personnification de la société européenne s'est dit, très bien, on ne peut pas avoir de directive sociale en matière de salaire, mais rien n'interdit d'avoir des règles économiques en matière de salaire. En plus, c'est la seule variable d'ajustement qui subsiste après l'euro, donc on y va. Et ça, c'est la position de la Commission européenne jusqu'à 2016-2017. On a un peu aussi cette charnière, moi je l'ai retrouvée aussi, parce qu'à partir de ce moment-là, je l'ai fait coïncider avec le socle européen des droits sociaux, qui justement, dans le cadre de cette socialisation
de la gouvernance économique, l'idée qu'il faut quand même prendre en compte un peu les droits sociaux dans la gouvernance économique, pas seulement s'intéresser à la dimension économique des salaires, par exemple. C'était voulu par les syndicats européens qui ont mis un peu quand même de la pression, mais aussi toutes les enquêtes d'opinion montrent que les citoyens européens considèrent que l'Europe n'est pas assez... fait du social, mais quand même les citoyens sont mécontents, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va socialiser la gouvernance économique, et aussi parce qu'on considère que ça va permettre aux États de la zone euro aussi d'être plus compétitifs, de suivre certaines règles sociales. Donc il y a toujours ces deux aspects. On ne perd pas l'aspect compétitivité, mais du coup on met du social dans la gouvernance économique. Et alors, comment ça se traduit sur un plan un peu plus formel? Dans le socle européen des droits sociaux, le fameux, adopté en 2017, il vise à faire ça. C'est-à-dire, il vise à intégrer plus de droits sociaux ou de droits sociaux qui doivent être pris en compte dans la gouvernance économique, parce que ce socle européen des droits sociaux, il vient fixer, il vient à énoncer des droits et des principes sociaux qui même parfois n'existaient pas encore en droit de l'Union européenne, et qui devraient donner lieu à des initiatives au niveau de l'UE et au niveau des États. Et ces principes et ces droits, peu importe comment on les appelle, parce qu'ils ne sont pas destinés à avoir vraiment une valeur juridique à proprement parler, sont ensuite développés par la Commission européenne qui, finalement, alors que ce n'était pas forcément imaginable dès le départ, s'est dit « Ok, on va prendre les choses... on va vraiment relancer cette politique sociale. » Et on a vu, depuis l'adoption du socle, de nouvelles directives en matière de politique sociale, ce qui n'était plus arrivé quand même depuis très longtemps. On avait eu des directives début des années 2000 encore, et puis plus rien, à part des directives de révision. Donc, si on se place vraiment d'un point de vue juste formel, on dit « Ok, la politique sociale a redémarré, on a des nouvelles directives. Conditions de travail transparentes et prévisibles. Conciliation, vie personnelle, vie familiale avec la directive pour les aidants et d'autres initiatives qui sont lancées. La directive sur les salaires minimums européens, typiquement. Ok, voilà ce que fait l'Union européenne, fait du social. Et quand on regarde vraiment les textes, chacun... dans le détail, on se rend compte qu'on n'est jamais sur un texte qui ne vise que la protection des travailleurs. Et j'ai l'impression que ça n'existe plus une directive de politique sociale qui ne vise que la protection des travailleurs. Il y a toujours dans le préambule et même dans le texte de la directive la recherche d'un équilibre entre les intérêts des entreprises, voire des États, voire de l'État si c'est l'emploi qu'on vise, et les travailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose comme une hybridation que réalise en fait le socle et le plan d'action qui vient après. C'est en tout cas, ça mériterait que je creuse encore cette hypothèse, mais c'est vraiment une intuition que j'ai, mais qui n'est pas vraiment nouvelle. Elle était déjà présente notamment dans les directives sur les contrats atypiques, où on avait déjà dans le préambule le rappel des lignes directrices pour l'emploi qui disaient oui, il faut de la flexibilité pour les entreprises. Et la Cour de justice, elle est aussi déjà allée dans ce sens en trouvant dans des directives qui avaient toujours été interprétées comme des directives sociales, donc pour protéger les travailleurs, où le terme protection des travailleurs est même dans l'intitulé de la directive, elle arrive à trouver des objectifs économiques par le biais de son interprétation. Donc c'est vraiment un mouvement, et la gouvernance économique européenne, finalement, sa philosophie, j'ai l'impression qu'elle est vraiment, elle s'étend de plus en plus. Et la crainte, je vais arrêter là, Marco, ça je te laisserai la parole. Et la crainte vraiment qu'on peut avoir, c'est que même si le droit du travail se développe au niveau de l'Union européenne plus que par le passé, mais qu'il se développe dans le cadre de la coordination des politiques économiques, des politiques budgétaires, le risque c'est qu'il soit dilué. La protection des travailleurs, elle est diluée par rapport à d'autres objectifs, et finalement que le droit du travail perd sa vraie raison d'être, en tout cas en tant que droit protecteur des travailleurs. Là, il y a quand même un risque de dilution ou de dissolution de cette vision-là du droit du travail. Et sans doute, la directive sur les salaires minimums, elle vient un peu illustrer
tout ce mécanisme, ce processus d'hybridation. C'est une directive, mais qui vise aussi des objectifs économiques, même la protection des consommateurs. Alors là, on ne sait pas vraiment ce que ça vient faire dans la directive sur les salaires minimums, mais quand même. Ok. Et c'est quand même une directive qui est fondée sur la politique sociale. Donc, l'objectif, ça doit quand même être d'abord une certaine protection des travailleurs, une amélioration des conditions de vie et de travail dans le progrès. Mais cette directive, vraiment, elle cherche une voie peut-être un peu plus sociale que celle jusqu'à présent qui était appliquée pour les salaires, mais elle reste très ambiguë sur les méthodes. Par exemple, la directive, évidemment, elle devrait être transposée, mais elle demande aux États de mettre en place des indicateurs ou des critères que Marco va sans doute un peu plus revenir dessus. Et les États doivent collecter des données sur les différents points, différents indicateurs économiques, strictement économiques. Et le respect et le suivi de ces indicateurs sera effectué dans le cadre du semestre européen. Donc on a une directive qui doit être transposée, mais dont la mise en œuvre d'une certaine partie sera faite dans le cadre de la gouvernance économique. Donc ça, je crois que c'est assez nouveau, c'est inédit, et ça montre vraiment l'intrication qui reste pour la Commission européenne et pour l'Union européenne en matière sociale et économique. Voilà. Voilà, merci. Marco, je te laisse la place. Je continue. Oui. C'est déjà applaudir. Alors, assez rapidement, pour terminer, pas trop en retard, malgré on a perdu une intervention. Moi, je vais reprendre certains éléments que Mélanie a mis sur la table, mais je vais commencer par cette idée que j'évoquais dans mon introduction. Aussi pour reprendre un peu ce que Constantina disait, je ne suis pas d'accord, ceci ne sont pas contraignants. Et je suis, disons, ma tête de juriste est tout à fait d'accord, mais mes mains de sciences sociales me font dire que ce n'est pas toujours si clair. Et je pense aussi que les juristes en droit du travail ont toujours eu une attention spécifique parmi les juristes à l'aspect empirique, à la réalité des relations de pouvoir qui vont au-delà du contrat, de la lettre de la loi. Parce que sinon, la question est, est-ce que le mémorandum est contraignant? Et la réponse est non. Non, pas du tout. C'est un engagement international. Le gouvernement peut arrêter le mémorandum quand il veut. Après, il est dans une situation économique qui ne lui permet pas. Voilà. Donc, en ce sens, je me dis, je suis d'accord, juridiquement, non, ce n'est pas contraignant. Peut-être ils le sont dans certaines situations. Et je pense que cette situation pourrait devenir plus probable, je ne fais pas une prévision dure, mais probable, parce qu'on a préconisé à plusieurs occasions de renforcer ce lien entre l'argent européen, et les réformes demandées dans les recommandations spécifiques par pays. Déjà, c'était le rapport des 5 présidents en 2015, plus récemment un rapport de la Cour des comptes européenne qui disent oui, il faut lier l'argent de l'Europe au respect des recommandations spécifiques par pays. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va continuer dans l'Union européenne post-pandémie? Je vous ai dit, dans les Recovery and Resilience Facility, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, il y a cette idée, on va contrôler le respect des recommandations spécifiques par pays au moment où on va dépenser l'argent, 750 millions d'euros, quand même, c'est quelque chose. Est-ce que ça pourrait renforcer l'effet contraignant de ces recommandations dans le futur où les États membres vont arriver avec des situations budgétaires désastreuses après la crise. Et heureusement, parce qu'ils ont fait le bon choix du politique économique, est-ce que donc ça va être renforcé? Ce qu'on sait aujourd'hui, donc par contre, pour donner un argument plutôt en faveur de ce que Constantina disait, on sait des études sur l'implémentation des recommandations par pays, ça c'est des études de la Commission, donc c'est la Commission qui évalue elle-même quelque part. Le taux d'implémentation totale d'une recommandation est très très peu élevé. Donc il y a juste le 10% des recommandations spécifiques par pays qui sont entièrement implémentées. Donc voilà, aujourd'hui, il faut regarder ça avec un minimum de scepticisme, dire, en réalité, l'impact, ça dépend. Voilà, ça dépend. Il y a des États membres où ce taux, c'est un taux moyen, évidemment. Donc vous avez des États membres qui sont très bons élèves et d'autres qui sont des très mauvais élèves. Est-ce que, ça va changer dans le futur? Notamment, est-ce qu'il y a un lien entre situation budgétaire de l'État et impact? Jusqu'ici, on pourrait dire
pas trop, sauf si vous avez un mémorandum. Okay, si vous avez un mémorandum, évidemment, vous prenez tout l'impact possible, mais si vous ne l'avez pas, la France, procédure de déficit excessif, procédure de déséquilibre macroéconomique, mais quand même la possibilité de ne pas, jusqu'à ce qu'il y ait une volonté politique nationale, évidemment, d'appliquer tout et plus, mais jusqu'à là, on peut plus ou moins aller, bon, on applique un peu les recommandations avec des effets parfois un peu de façade, sans aller trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le droit du travail de l'Union européenne? Mélanie a déjà touché la plupart des points. Moi, je reprends cette idée de déplacement du droit social. On le retrouve où on ne s'attend pas de trouver du droit social. D'ailleurs, toute cette idée, ce projet, cette conférence veut un peu aller dans ce sens. On va chercher le droit du travail où il ne devrait pas être dans la gouvernance économique. Et il y a évidemment une tentation, mais il y a aussi une tentation pour ceux qui sont les optimistes, hein. Par rapport à la gouvernance économique, il y a une tentation parce que c'est beaucoup plus facile d'adopter une recommandation spécifique par pays, adoptée par la Commission et ensuite par le Conseil. Mais il faut savoir que le Conseil ne peut changer les recommandations de la Commission qu'à majorité qualifiée. Donc il y a une inversion de rapport de pouvoir entre la Commission et le Conseil, si vous voulez. Et c'est plus facile d'adopter une recommandation qu'une directive. Soyons clairs. En plus, imaginez, il y a énormément de recommandations sur la protection contre le licenciement. Protection du licenciement demande l'unanimité au Conseil. Bonne chance pour adopter une directive. Par contre, recommandation, hop, on y est, et vous devez avoir la majorité qualifiée pour la changer. OK. Donc, c'est très intéressant pour les institutions européennes et aussi pour ceux qui pensent que ça peut être socialisé. Donc, on pourrait avoir des recommandations qui, effectivement, vont dans le sens du progrès des droits sociaux. Mais c'est possible, il faut être aussi optimiste, et je me suis forcé, et je vais le montrer encore une fois après. En plus, on sait que la nouvelle gouvernance économique européenne, c'est l'instrument préconisé pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Donc, en ce sens, est-ce qu'on pourrait imaginer une socialisation de la nouvelle gouvernance économique? Est-ce qu'on pourrait arriver à conquérir les endroits du pouvoir et l'utiliser et le réutiliser? La question est, évidemment, si la nouvelle gouvernance économique est efficace, et on va dire oui, elle va changer les politiques nationales, et elle est efficace pour implémenter les socles, c'est bien pour les socles, mais c'est mal pour le droit du travail, parce qu'on est d'accord, ce n'est pas du droit dans le sens contraignant du terme, ce n'est pas, par exemple, un droit que vous pouvez invoquer devant un juge. La recommandation spécifique par pays reçue de l'Union européenne. Par contre, si ce n'est pas efficace, peut-être on est rassuré, on dit ouf, c'est mieux parce que les recommandations ne sont pas top, mais alors le socle des droits sociaux va rester essentiellement une belle, belle, même pas trop, mais une déclaration, disons, allant dans le bon sens. Est-ce qu'on pourrait imaginer donc la gouvernance économique européenne comme un mécanisme de contrôle des applications des droits sociaux? Il y a un intérêt, et les juristes en droit du travail à nouveau connaissent des systèmes d'application un peu macro des droits sociaux. Les mécanismes de reporting, par exemple, au niveau de l'OIT ou de la Charte sociale européenne, sont assez macro, dans le sens qu'on regarde en pays, il y a un rapport, et sont efficaces pour s'attaquer à des situations de violation de droits qui ne sont pas des situations individuelles qu'on peut invoquer devant un juge. Et j'ai pris l'exemple, et j'aime beaucoup cet exemple, de l'écart salarial, l'écart des genres, qui est souvent très difficile à démontrer dans une situation individuelle, mais qu'on identifie souvent dans des sociétés au sens large, et en plus dans les secteurs. Par exemple, le secteur féminisé, il est très difficile de démontrer qu'on est discriminé si tout le secteur est discriminé en tant que secteur féminisé. Et là, un outil qui permet de regarder les données macro peut être utile, peut être un complément des instruments d'application du droit social qui existent. Et je reviens, Mélanie l'a dit, j'allais mentionner la directive relative aux salaires minimaux. La directive sur les salaires minimaux n'a aucun aspect quantitatif. Donc, qu'est-ce que c'est un salaire adéquat? On ne le sait pas. Il y a seulement des procédures. Comment on peut le déterminer? Mais ce qu'on a, il y a un seul indicateur chiffré, et c'est le taux de couverture des conventions collectives, bizarrement. Donc, c'est plutôt une directive sur les conventions collectives et sur la négociation collective que sur les salaires minimums. Les deux, évidemment, sont liés. Mais donc, il y a ce taux, et ça, c'est évidemment presque fait, c'est presque parfait pour être appliqué à travers les mécanismes de la gouvernance économique. On peut dire, vous êtes
vous atteignez pas ce taux, voici la recommandation spécifique par pays. Est-ce que ça sera une recommandation liée aux aspects budgétaires ou macroéconomiques? Peut-être pas, donc ça sera les recommandations les plus faibles. Hélas, on est déjà là. Mais ça pourrait être à nouveau une idée. Vous voyez, je m'efforce d'être optimiste. Il y a des possibilités où la gouvernance économique peut être utilisée dans le sens de l'application des droits sociaux pour intégrer les outils qu'on a déjà, non pas pour les remplacer, évidemment. Problème de mon propre optimisme. Il y a un risque, et c'est un peu quelque chose que je veux reprendre de toute notre discussion. Si vous avez remarqué quelque chose aujourd'hui, c'est la grande différence entre les capacités des États membres de résister à des situations de recommandations, etc., ou même parfois de les dépasser. Okay? Donc le problème d'utiliser plus la gouvernance économique européenne dans le cas du droit social européen, c'est qu'en réalité, c'est un outil qui nationalise le droit. Parce que chaque État est dans une situation différente. Chaque État est dans une situation macroéconomique différente. Chaque État peut ou moins résister à ces demandes. Et donc, le paradoxe, c'est que vous avez une gouvernance européenne, mais une gouvernance qui nationalise les droits sociaux et nationalise aussi les luttes. Donc, si on veut aussi imaginer des possibilités de lutte, nationalise les luttes. Parce qu'alors, les travailleurs portugais voient les mémorandums, le travailleur français voit son gouvernement qui va au-delà de ce qui est demandé, le travailleur italien voit la lettre de la Banque centrale, etc., etc., etc. Donc, en réalité, c'est un outil qui brise l'Europe, la nouvelle gouvernance économique. Donc, en ce sens, même si on veut l'utiliser, même si on veut la développer, il faut faire attention, et dans le sens que ça va dans le sens inverse de ce qu'on pourrait s'imaginer. On renforce la gouvernance économique, alors on a plus d'Europe. En réalité, on en a moins. Ça, c'est le paradoxe. Et deuxième risque très important, c'est les acteurs. Parce que les acteurs qui sont impliqués dans la rédaction des recommandations par pays, c'est surtout encore la DG ECFIN, donc les affaires économiques. Même s'il y a une participation plus forte aujourd'hui de la DG Emploi, de par leur expertise, la connaissance des États membres, des systèmes sociaux, etc. Donc, ils sont plus impliqués que, sans doute, dans la période 2011-2014. Il reste que le dossier est dans les mains des acteurs économiques. Okay? Donc, même si on dit, ça pourrait être efficace, ça pourrait être utile pour le travail, il faut toujours faire attention. Comme disait Mélanie, l'hybridation, à un certain moment, c'est aussi les acteurs qui le font. Et donc, des acteurs qui ont une vision économique vont toujours hybrider dans le sens plutôt de regarder le droit du travail comme une variable d'ajustement. Dernier point, c'est que bien sûr, on peut dire que ça marche pour contrôler certaines choses, mais la gouvernance économique ne crée pas une jurisprudence. Okay? Donc, il n'y a pas ce qu'aujourd'hui, et on l'a vu, ce qu'aujourd'hui est demandé à un pays, c'est très difficile d'envisager si ça sera demandé aussi à un autre, parce que les situations sont toujours spécifiques. Okay? La situation macroéconomique ne sera jamais la même d'un pays et de l'autre. Donc, il n'y a pas cette création. Qu'est-ce que c'est juste en Europe? Quel est le salaire minimum adéquat dans un pays aujourd'hui en Europe. Okay? Donc, il y a un aspect à nouveau de nationalisation, de fragmentation du droit social européen, le plus que ce droit est repris par la nouvelle gouvernance économique européenne. Donc voilà, avec cette dernière considération, je termine. Ce que j'avais à dire aujourd'hui, il y a encore de la place pour des questions si vous voulez, mais je quand même vais utiliser ce moment pour remercier tous les orateurs qui sont ici ou en connexion. Et Sylvia Borelli était aussi connectée avec nous, au moins pour nous écouter aujourd'hui. Donc, merci. Obrigado. Thank you. Danke well. Merci. Obrigada.